C'est-à-dire qu'on peut commencer. D'accord. Ok. Attendez. Je vous fais signe quand c'est bon. Je prends là. C'est bon. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces webinaires organisés voilà, par Conscience congolaise pour la paix. Je suis Christian Moukedi, modérateur de ces webinaires. Et bienvenue à vous tous, partout où vous êtes en train de nous suivre. Tout d'abord, nos excuses pour ces 20 minutes de retard dû au fait à ces décalages horaires qui a fait c'est que certains qui sont sur des fuseaux horaires voilà, qui ne correspondent pas ont commis des erreurs. Anyway, nos excuses pour cela. Et si, qu'à cela ne tienne, vous êtes bienvenus à ce webinaire, énième webinaire organisé par ces hommes et ces femmes passionnés de la paix et pris pour les valeurs de paix et de justice pour la RDC, également dans d'autres contrées du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler du processus ou de l'état des lieux du processus DDR à l'est de la République démocratique du Congo pour parler de cette thématique importante, surtout lorsque l'on vit dans une société telle que le Congo où les conflits armés, les conflits des groupes armés sont en train de gangréner et de voilà, de connaître une sorte de métastase jour après jour, j'y parviens. Ces processus est vraiment d'une importance majeure pour voilà, le processus de paix. Pour parler de ces thématiques, de l'état de lieu du processus DDR, voilà, à l'est de la RDC, enjeux, défis et perspectives, j'ai deux invités avec moi, ou deux interlocuteurs. Le premier, c'est Maître Malaika Christian. Il est expert en DDR, basé à Goma, en RDC. Et également, nous allons écouter Madame Faïda Chantal, qui est activiste sociale et coordonnatrice du mouvement OUEMA ASBL. Avec eux, nous allons partager, échanger sur ce thème qui est d'une importance majeure, comme je l'ai souligné au début. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre Maître Christian, qui va devoir nous éclairer davantage sur ces processus DDR en RDC, à l'est précisément, ou dans la partie orientale. Et après, nous allons revenir à Madame voilà, Chantal Faïda. Alors, Monsieur Christian, est-ce que vous êtes avec moi? Monsieur Christian, vous êtes avec moi? Est-ce que Je vous suis êtes avec avec moi? vous. J'avais un petit souci avec la connexion. Je suis Ah, avec vous. Vous d'accord. Merci. m'entendez? Merci beaucoup. Bonjour. Hein, bienvenue à ce webinaire du COPAX. Et D'accord, Madame merci. Chantal, est-ce que vous êtes avec moi? Elle va nous rejoindre. Alors, Monsieur Christian, on commence par vous. Dans un premier temps, deux fois, on utilise des concepts très, très compliqués pour le commun mortel. C'est quoi d'abord le DDR? Voilà la première question qui va me permettre de décoller dans ces entretiens que nous aurons avec vous pendant 1 heure et demie plus ou moins. Bon, avant de commencer, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à cet entretien. Bon, Christian Malaika, pour les Moshi, je suis expert en DDR. Actuellement, je suis à l'est de la RDC, précisément à Goma. Sans plus tarder, qu'est-ce que le DDR? Le DDR, c'est un sigle qui veut dire tout simplement désarmement, démobilisation et réinsertion. Pourquoi désarmement? Parce qu'il y a des groupes armés qui sont à l'est et le concept, on a voulu utiliser le concept de désarmement parce que nous devons désarmer certains jeunes qui ont pris des armes, qui ne sont pas de militaires. Pourquoi nous avons les concepts d'immobilisation? Parce que ce sont des jeunes qui veulent, après avoir été désarmés, ils doivent
que vous êtes avec nous, Monsieur Christian Malaika? Est-ce que vous êtes… Votre micro, apparemment, votre micro est fermé. Je ne vous entends pas personnellement. Monsieur Christian, est-ce que vous êtes avec nous? Votre micro est fermé, apparemment. Là, vous me captez? Parfaitement. Allez-y. Avant, votre micro était fermé, Vous donc nous me captez avions du maintenant mal à bien? vous Ah, saisir. Maintenant, ça va mieux. Merci. Allez-y. ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, je disais tantôt que les deux DER, c'est un sigle qui veut dire tout simplement désarmement, démobilisation et réinsertion. Et chaque concept a une signification. Désarmement, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont pris des armes et ils doivent déposer auprès de gouvernements et la démobilisation. Je ne sais pas si je suis le seul à ne pas très bien saisir euh, M. Christian pour ce qu'il dit. C'est-à-dire Et vous que des jeunes m'entendez? qui choisissent leur chemin, soit de se… Monsieur Christian Malaika, vous êtes avec nous? Allô? Allez-y, allez-y. Apparemment, Oui, nous je vous suis perdons avec de vous. temps en temps. Je suis avec vous. Désolé pour ces désagréments. C'est dû sûrement à la connexion Internet. Mais allez-y, de temps en temps, nous vous perdons. Tout à fait. Allez-y, allez-y. En fait, vous m'avez demandé c'est quoi le DDR. Donc, Oui, en un mot, c'est un sigle, c'est un concept qui veut dire tout simplement désarmement, démobilisation et réinsertion. Et en définissant chaque concept, on peut dire désarmement, on voit directement, on fait allusion aux jeunes qui ont été dans le groupe, dans les groupes armés et qui veulent déposer les armes, Et dans le concept de mobilisation, il y a des jeunes, certainement, oui, qui, oui, après avoir déposé les armes, ils oui, souhaitent soit servir le drapeau, oui, ou soit orienter leur vie, oui, la vie civile, oui, et la réinsertion, c'est-à-dire que voilà, il y a oui, des jeunes qui ont évidemment manié l'arme et qui oui, veulent être qui veulent vivre encore, revivre leur vie sociale, leur vie oui, d'antan, leur vie oui, civile, à travers oui, certaines activités oui, socio-économiques. Voilà un oui. peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Ouais. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, voilà, ces processus voilà, de démobilisation, désarmement et réinsertion, surtout de jeunes, comme vous le savez, Oui. nous parlons de la RDC, un pays qui continue à connaître d'ailleurs voilà, cette récurrence de groupes armés euh, dans la partie orientale. Et ces jeunes, comment Oui. est-ce que nous nous occupons d'eux? Comment est-ce qu'ils sont désarmés, réinsérés, voilà, démobilisés, désarmés et réinsérés dans la société pour qu'ils puissent continuer à mener la vie comme tout Congolais, comme tout être humain ordinaire? Voilà la question ou l'enjeu là où nous sommes. Mais vous avez publié un rapport très intéressant qui essaye un peu de faire une sorte de topo
de la situation en RDC. Et j'aimerais peut-être que nous puissions aller de manière méthodique. Hein. Quel est l'état des lieux aujourd'hui du processus DDR en RDC? Est-ce que vous êtes avec moi, monsieur Christian? Ah, voilà. J'étais en train de dire, quel est l'état des lieux de ce Oui, processus DDR en il y a un RDC? souci de connexion. Effectivement, il y a un souci de connexion. Bon, vous savez, oui, bon, vous savez, quand vous dites l'état des lieux du processus d'aider à l'est de la RDC, je dirais actuellement, depuis certaines nominations des animateurs nationaux du programme de DER, de DRCS, cela a constitué certainement un engagement, une volonté ferme du chef de l'État pour pacifier l'Est de la RDC. Mais cela a exigé certainement a exigé beaucoup de moyens, beaucoup des éléments pour que cela soit effectif, disons, le processus. Malgré les fragmentations de conflits au nord Kivu, au sud Kivu et à l'est, nous pensons que c'est encore mitigé parce que ça demande certainement beaucoup de moyens, beaucoup de groupes armés. Par exemple, au nord Kivu, nous constatons vraiment bon nombre de groupes armés. Il y a des groupes armés nationaux, il y a des groupes armés étrangers. Au sud Kivu, il y a aussi certainement beaucoup de groupes armés qui sont nationaux et étrangers, à Ituri même. Mais nous pensons que le problème de processus d'aide à l'est de la RDC exige vous êtes avec nous, monsieur Christian. Est-ce que vous êtes avec nous? Le temps peut-être que vous puissiez nous rejoindre. Je vais prendre rapidement Madame Chantal Faïda qui nous a rejoint, activiste des droits voilà, humains, des droits humains et très active dans toutes ces questions liées aux droits des femmes, tout simplement aux droits de la vie, quoi. Et sans plus tarder, je vais vous prendre. Sûrement, vous êtes en train voilà, de participer à ces webinaires à partir de Kinshasa. Mais dites-nous, dans un premier temps, qu'est-ce que vous entendez par DDR? Bien sûr, après une brève présentation de ce que vous êtes, ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'excuse vraiment du retard. Je suis Chantal Faïda, activiste sociale et je suis normalement basée à Goma, mais je suis à Kinshasa pour le moment. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de m'avoir associé à ces webinaires. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je peux continuer? Parfaitement. Je vous entends parfaitement. Merci, merci. Oui. Je disais que je suis activiste depuis près de 14 ans à Goma dans les questions de droits humains, des droits spécifiques des femmes et depuis quelques temps sur les questions de gouvernance et sécurité. Alors, mes attentes par rapport à la question de démobilisation, désarmement, réinsertion, c'est vraiment une problématique complexe. Moi, j'ai fait un arbre à problèmes et j'ai pris les premiers problèmes au niveau de la gouvernance dans notre pays. En lisant le rapport écrit par Koulimouchi, on sent très bien qu'il y a une démission de notre État. Parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui se rendent et qu'il y a une absence totale d'organisation en termes de gestion de ces personnes, en termes de réinsertion ou même de justice transitionnelle, on sent que l'État ne fait pas son travail comme il le faut.
Et ça nous inquiète beaucoup en tant qu'actrices de la société civile parce que la plupart des personnes qui intègrent les milices armées, comme même l'a dit les rapports de Koulimouchi, ce sont des jeunes qui sont oisifs, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas un emploi formel et qui acceptent d'intégrer les milices pour une vision ou une manipulation. Mais quand il s'agit de parler des questions de paix Oui. et que le gouvernement convainc ces personnes de pouvoir se rendre, ces personnes se rendent, mais la gestion cause un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par parler de la question de gouvernance comme étant la racine Oui. qui explique le manque de gestion idoine de la question Oui. des désarmements, des mobilisations. L'autre question, c'est la partie justice. Oui. Il y a j'ai eu à travailler à Aru, c'est dans l'ex-province orientale. Il y avait des jeunes qui étaient membres des milices et qui ont commis des violences atroces dans leur propre contrée. Et quand il fallait les démobiliser, on les a ramenés dans leur village, mais même leur famille n'acceptait pas de les accueillir parce qu'il n'y avait pas de préparation. Ils disaient, vous êtes le nôtre, mais vous avez commis des violences. Le voisin en face, c'est vous qui l'avez assassiné. Vous étiez bien sûr manipulé, drogué, vous étiez sous ordre de vos chefs, mais on vous connaît, vous, en tant que membre de telle famille qui a exécuté un voisin. Et on ramenait ces jeunes sans préparation à la communauté et c'était l'origine d'autres conflits parce que les familles étaient partagées entre accueillir leurs fils, accepter la paix et la réconciliation, ou alors accepter que leur fils demeure dans la brousse ou alors intègre l'armée, mais qu'il soit épargné, qu'il soit loin de leur famille d'origine. Donc, vous comprenez que la justice, ce n'est pas qu'on va les juger de manière brutale, mais on a besoin quand même de penser les plaies de ces familles qui ont vécu les exactions de ces jeunes qui se rendent. Oui. Donc, ils ne doivent pas penser que leur retour se fera sans une préparation psychologique ou même sociale de la communauté dans laquelle les exactions ont été commises par ces populations. Et la troisième chose que je voulais dire toujours par rapport à l'arbre, c'est l'approche même des réinsertions. Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes comme activités de réinsertion? Ce sont des activités qui sont imposées. Il n'y a aucune planification en termes d'analyse ou d'écoute des bénéficiaires de ce programme. Il y a des programmes, par exemple, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, c'est depuis près de 10 ans, 15 ans que ces programmes existent, mais aucun résultat. Oui. Il y a par exemple des programmes qui ont proposé aux jeunes de donner des motos. Bien sûr, ils ont appris sur l'état, la conduite, mais on a donné aux jeunes, on a donné par exemple à 2 jeunes, on donne une moto. Et on leur dit, vous allez désormais réintégrer la communauté et voici votre activité. Mais déjà pour la gestion commune d'une moto pour 2 personnes, c'était déjà encore source de conflits. Donc, vous comprenez que l'approche devrait plutôt partir d'une étude, d'une analyse des problèmes, ou soit de l'envie de ces personnes. Ensuite, étudier maintenant leurs demandes, s'ils veulent le métier, s'ils veulent intégrer l'armée, s'ils veulent ceci, qu'est-ce qu'on peut faire qui cadre avec ce qu'eux désirent et pas nous penser que nous, on a les solutions qu'eux veulent. On va les mettre tous dans les métiers. Ils deviennent des menuisiers, ils deviennent des maçons. Mais ils n'ont pas l'amour de ces métiers-là. C'est la raison pour laquelle la plupart les abandonnent. Ils rejoignent encore les groupes armés. Donc, j'ai vraiment apprécié la pertinence du rapport. Oui. Je l'ai lu. Et quand il y a, par exemple, quelque part où on parle d'un chef de guerre qui est un membre d'une plateforme qui a près de 15 000 personnes qui sont prêts à se rendre et que cette personne, on l'approche pas avec des méthodes pour pouvoir obtenir ces gens qui sont derrière lui et avoir les temps de paix parce qu'aujourd'hui, toute la population sur place demande qu'il y ait la paix véritable. Et même si ce sont des mouvements autochtones ou des mouvements maï-maï, au fond d'eux, ils veulent la paix. Ils ont pris les armes parce qu'on les a imposées. Ils vivent dans des régions où il n'y a aucun élément FARDC. Donc, ils ont des revendications
ils sont un peu légitimes, si on peut les dire ainsi, mais ce n'est pas normal. Le monopole de la violence à nos forces est par Merci. décès, ce n'est pas au maï-maï. Merci beaucoup. Je vais revenir auprès de vous, Madame Faïda, parce que vous avez soulevé des questions importantes, hein, des questions liées à la justice, à l'insertion, à la réinsertion de ces jeunes qui ont été recrutés dans les groupes armés. La question de la planification, comment cela se fait? Est-ce que c'est dans une cacophonie totale? Non, c'est le cas, hein, en écoutant le bilan que vous venez d'étaler là. Mais je vais revenir à M. Christian. Parce que je pense que ce webinaire, il est intéressant parce qu'il a un caractère pédagogique. À la fin de ce webinaire, il serait intéressant que ceux et celles qui nous suivent, puissent retenir quelque chose. Du point de vue de la connaissance, mais aussi du point de vue de la réalité. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC? Je posais la question de l'état des lieux de ce processus DDR. La question qui était derrière, c'est de savoir tout d'abord comment est-ce que vous avez pu élaborer ce rapport? Comment est-ce que vous avez procédé? Et comment vous avez collecté les données et comment est-ce que vous êtes parvenu à donner les conclusions que vous avez publiées? Voilà. On peut commencer par là. Votre micro est fermé, apparemment, M. Christian. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Christian, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous me captez? Je vous entends maintenant. Allez-y. Ah, d'accord. Vous m'avez posé la question de quel est l'état de lieu du processus DDR à l'est de la RDC actuellement. D'entrée de jeu, je pourrais dire depuis un certain moment, depuis la nomination tout simplement des animateurs nationaux du programme de DRCS, celle-ci a constitué une volonté, un engagement ferme, disons, du chef de l'État à pouvoir ramener la paix à l'est du pays. Mais cela a exigé un très bon leadership de ces derniers pour soutenir cette vision du chef de l'État dans cette fragmentation du conflit au nord Kivu, au sud Kivu et à l'Ituri. Disons, au nord Kivu, il y a plusieurs groupes armés. Il y a des groupes armés nationaux, il y a des groupes armés certainement étrangers. Au sud Kivu, il y a aussi beaucoup de groupes armés nationaux et étrangers à Ituri. Mais je voulais recadrer d'abord cet aspect, cet état des lieux Kivu, comme vous avez dit, comment nous avions commencé pour circonscrire cet état de lieu. Et donc, nous avions commencé par sensibiliser certains groupes armés et certains d'entre eux, ils ont accepté de quitter les groupes armés, ils ont accepté de déposer les armes. Et nous avons, à titre d'exemple, certains groupes armés qui ont accepté depuis 2020, ils ont accepté de déposer les armes. Ils ont même déposé leur lettre de désengagement auprès des autorités provinciales, nationales, et nous sommes allés vers eux et certains ont, après négociation, après dialogue, ils ont accepté de déposer, ils ont accepté d'écouter l'appel du chef de l'État. Voilà un peu, et nous avions fait sortir plus de 290 combattants qui ont accepté volontairement de quitter les armes, de quitter la brousse. Ce n'était pas par condition, mais ils ont accepté la vision du chef de l'État de pouvoir contribuer à la paix à l'est de la RDC. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question-là. Merci beaucoup. Hein. Quand je parle de manière de procéder, comment je vais dire, il ne s'agit pas de combien, en termes de quantité, combien
des combattants ont quitté la forêt ou pas, même si c'est un aspect très important, parce que le travail que vous faites est tellement important, mais en termes de méthodologie de travail, qui a permis à ce que vous puissiez faire ce rapport, en termes de méthodologie de travail, comment est-ce que vous avez procédé? Quelle méthode avez-vous utilisée? Parce que vous savez que vous n'êtes pas le premier. Oui. Je me rappelle encore, vers les années début Oui, 2000, tout à fait, tout à fait. il y avait des groupes tels Par que le rapport à PAREC. l'étude du travail, Il y avait les groupes tels que le oui, PAREC qui a travaillé dans ce oui, sens-là. Est-ce oui, vraiment oui, qu'il y a eu oui, oui. Mais ça n'a pas, on sent que ça n'a pas donné les fruits escomptés parce que le conflit continue. Comment est-ce que vous avez Oui, en fait, cette étude, oui. Disons, cette étude, hein, nous avons fait recours à une méthode exploratoire, hein, dans la mesure où elle a impliqué une certaine familiarité avec des groupes avec les groupes à étudier, comme il en est le cas dans une observation participante où nous avions participé à la vie du groupe. Nous avions fait, c'était une méthode c'est distinct. Nous avons de l'observation non participante où nous avions observé de l'extérieur la vie et le comportement des individus et des groupes concernés. La participation à la vie d'un groupe, nous avions, il y a eu des degrés, des variables. Et il est rare qu'un chercheur comme moi il participait totalement. Cependant, il n'y a plus de méthode. Il n'y avait plus de méthode exploratoire ou non, si je supposais une implication forte dans le milieu que j'ai étudié, notamment ici au Nord Kivu. Oui. Il doit être conscient de certaines difficultés et problèmes pratiques que j'ai connus sur le terrain. Oui. En fait, ce sont des méthodes qui m'ont permis à coller de vue des acteurs, des forces de groupes armés, sur des désarmements, des démobilisations et réinsertion, mais également m'a permis de déduire une vue globale sur la question en allant à la rencontre de cette réalité sociale dans son épaisseur réelle. Et nous avons joint à cette méthode une technique documentaire pour questionner les considérations d'autres chercheurs sur cette préoccupation. Voilà un peu la méthode, le processus que nous avions quand même nous avions prise pour que nous puissions produire un tel document. Merci beaucoup. Pourquoi cette question? Parce que à la lumière des documents publiés, par exemple, par les Nations Unies ou par d'autres organisations non gouvernementales, il y a cet aspect économique, peut-être sécuritaire pour certaines communautés qui préfèrent c'est sécurisé parce qu'elles prétendent que l'État ne garantit pas leur sécurité, où il y a cet aspect économique qui entre en jeu. Et d'après vos observations, nous supposons que sûrement vous avez eu les informations, vous avez pu connaître la réalité de ces groupes. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils prennent d'abord les armes? Quelles sont les raisons qu'ils avancent? Et pourquoi ils acceptent de déposer ces armes-là? Comment ils passent des gens qui décident de prendre les armes un jour et ils décident, avec votre travail que vous faites, de déposer ces armes-là? Après cette réponse, on reviendra Madame Faïda pour qu'elle donne également son point de vue là-dessus. Bon, pour être court à cette question, ça fait pratiquement plus de 20 ans que nous connaissons ces genres d'histoire à l'Est. Et dans nos entretiens, certainement, certains disent qu'ils en ont marre. Ils ne veulent plus encore la brousse. Et ils ne veulent plus continuer à faire la guerre contre leurs citoyens, leurs citoyens congolais. Donc, avec l'échange que nous avions eu, nous avions compris que certains ont compris que la guerre ne les avantage à rien. Et il faudrait que
la paix revient dans cette partie de l'Est de la RDC. Alors, les groupes armés que nous avions contactés, généralement, tous, ils ont dit ils ne veulent plus continuer à faire la guerre, ils ne veulent plus continuer à manier l'arme. Plutôt, ils veulent développer leur milieu respectif, leur communauté. Parce que certains, ils ont été, entre guillemets, instrumentalisés par certains individus. Mais ils ont compris qu'il faut que les armes soient déposées pour développer leurs contraintes, pour développer leur communauté. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Hein. Donc, nous sentons là une sorte de prise de conscience, il faut résumer ainsi, de la part de groupes armés que vous avez pu observer, que vous avez, en fait, les groupes armés avec lesquels vous êtes entrés en contact. Un petit mot, Madame Faïda, de tout ce qui vient d'être dit là-dedans. Il y a une sorte de prise de conscience parmi les miliciens, c'est qui décident ou qui choisissent de déposer les armes pour contribuer au développement de leur communauté. Est-ce que c'est ce point de départ déjà qui semble intéressant? Un commentaire, tout d'abord, sur ces points. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, la prise de conscience permet au désengagement, au désintéressement des jeunes à intégrer les mouvements et groupes armés. Et s'ils veulent servir sous le drapeau, ils peuvent intégrer les forces armées de la RDC, donc les forces loyalistes. Parce que la multiplication de groupes armés, le rapport a parlé de près de 122 groupes armés, explique l'instabilité permanente chronique que vivent les régions du Nord et Sud Kivu et même dans les Tanganyika. Donc, à partir du moment où on aura moins de mouvements et groupes armés illégitimes ou illégaux, on aura des forces armées renforcées et on aura un engagement patriotique et des éléments de FRDC. Parce qu'il y a certains jeunes qui sont révoltés par la situation qui se passe dans leur région. C'est le cas de les dire dans un territoire ou à l'Italie. Il y a des localités où il y a aucune présence militaire, policière des forces loyalistes. Alors qu'il y a la présence des FDLR depuis près de 2 décennies. Et quand ils attaquent leur population, ils se sentent dans l'obligation de se constituer en mouvement d'autodéfense. Donc, quelque part, ils expliquent que c'est légitime de se défendre, c'est l'autodéfense. Alors que nous avons des forces armées. Il y a ces jeunes qui souhaitent servir sous les drapeaux, intégrer les forces armées. On aura un effectif suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire national. Quand on se constitue en groupe armé et qu'on commet des exactions sur les mêmes populations pour lesquelles on prétend défendre, là, tout le monde s'interroge en disant finalement, les groupes armés ne sont pas avec la population parce qu'ils pillent, ils volent la population pour laquelle ils sont censés protéger. Et il y a des rapports qui le prouvent. Il y a des jeunes de groupes armés qui se sont adonnés à des violences sexuelles, à des pillages, alors que ce sont leurs frères, leurs sœurs. Et là, on se demande finalement, c'est mieux de rester avec la logique de la Constitution où nous avons des forces armées qui sont au niveau national et pas des petits groupes qui se créent pour prétendre défendre leur communauté alors que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je suis vraiment j'encourage cette prise de conscience parce que ça nous permet d'avoir une issue vers le rétablissement de la paix. Mais comme on l'a dit, la question de guerre, la question de l'instabilité, elle n'est pas seulement liée à un seul facteur. Il y a plusieurs facteurs parce qu'il y a des mouvements étrangers qui se vivent encore dans nos régions, dans nos provinces. Et ça, la solution, elle ne sera pas locale. C'est la coopération avec les États de la région. Et puisqu'on parle de désarmement, de mobilisation et d'insertion, en tout cas, moi, je pense que c'est une énergie disponible que l'État doit mettre de moyens pour pouvoir les encadrer comme il faut. Il n'y a aucun budget. Moi, j'ai suivi
l'actuel Merci. coordonnateur du PDDRCS. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il dit si tous les anciens programmes de CONADER, SAREC, DDR ont échoué, c'est parce qu'ils étaient en train d'attendre le budget venant des partenaires techniques et financiers extérieurs. Donc, le gouvernement n'avait aucune rubrique pour les programmes de démobilisation. Et quand les partenaires donnent leurs moyens, ils imposent comment est-ce qu'on va exécuter les projets que eux nous imposent. Et donc, nous, Oui. notre approche de travailler n'est pas acceptée parce que ce n'est pas nous qui donnons les ressources. Et quand on se pose des questions en disant est-ce que notre gouvernement manque de ressources pour mettre une rubrique à la disposition de cette jeunesse, à la disposition de cette problématique qui touche beaucoup de... Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, s'il y a un programme sérieux, s'il y a un budget conséquent qui accompagne tout ce qui est démobilisation et réinsertion, je vous assure qu'on n'aura plus de mouvements et groupes armés locaux. Ça, c'est d'abord un grand pas. Parce que la plupart des groupes armés qui existent sont d'abord locaux. Les groupes armés sont environ 4 ou 5. Et donc, tous les restes, c'est des groupes locaux. Et s'ils sont soit intégrés dans l'armée, les forces FRDC, ou ils réintègrent la vie civile, avec un encadrement sérieux, on n'aura plus à parler. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir auprès de vous, mais une question, parce que Madame Faïda vient de soulever une question importante, la question de la gouvernance de tous ces conflits. Nous allons revenir là-dessus très rapidement, mais avant de passer peut-être à cette question de gouvernance, parce qu'elle est liée à cet état des lieux et défis de ces phénomènes de groupes armés. D'après vos observations, M. Christian, je rentre auprès de vous, comment s'opère le ravitaillement ou en termes de fourniture, tout ce ces groupes reçoivent comme armes, comme munitions, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'ils s'approvisionnent? Est-ce qu'ils vous ont donné des informations en ce sens-là, de manière un peu ramassée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, merci pour la parole. C'est que je pourrais dire que sur cet aspect-là, nous n'avons pas assez d'éléments parce que vous vous souvenez, en 2020, nous avions certainement fait des réductions et certainement il y a des informations liées à cette question-là. D'où est-ce qu'ils ont tiré les armes, comment ils ont trouvé les armes. Vous connaissez très bien que l'Est a connu des guerres en répétition. L'Est a connu des guerres en répétition et vous connaissez très bien qu'il y a des groupes armés étrangers qui sont à l'Est et si les groupes armés ont été créés, c'est parce que ils ont constaté que leur communauté à l'époque était violée. Les mamans étaient violées, donc ils ont compris qu'ils devraient s'autodéfendre. Alors, certainement, tous n'ont pas des armes. Sont des armes blanches. Il y a d'autres qui utilisent le couteau, il y a d'autres qui utilisent des armes automatiques. Mais lorsque nous avions échangé avec ces jeunes, ils ont compris qu'ils en ont marre. Ils ne veulent plus encore retourner dans cette brousse-là. Ils ont besoin de développer leur communauté. Et vous verrez, par exemple, le FDLR qui était et qui est encore actif dans ces zones-là, ils ont commis beaucoup d'exactions. Et ce qui a fait que ces jeunes ont été poussés à manier les armes. Mais lorsque le régime a changé, certainement le régime Félix Tshisekedi, et il nous disait quoi? Il nous disait que non, nous avons marre de continuer avec ces genres d'activités. Nous voulons que le processus normalement puisse s'achever. Pas comme le processus d'antan, parce que nous avions connu de CONADER 2 et notre gouvernement avait promis beaucoup de choses
pour ces jeunes. Mais aujourd'hui, ils ont accepté. Prendre en charge tous ces jeunes plus les accompagner dans leurs activités, certainement, certains vont prendre, d'autres vont, en respectant le processus pour entrer. Ils ont accepté. Christian, est-ce que vous pouvez un peu vous rapprocher de votre micro? Je pense que c'est aussi la part de notre gouvernement d'accompagner ces jeunes-là parce qu'ils ont fait le premier pas à sortir et le gouvernement doit disponibiliser des moyens pour prendre en charge tous ces jeunes, tous ces jeunes qui acceptent volontairement de quitter les armes. Certains disent que voilà, ils ont pris les armes, ils ont trouvé les armes lorsqu'ils ont eu des échanges avec les FDLR, les groupes armés étrangères. Certains disent qu'il y a d'autres qui ont acquis des armes à travers certains militaires FARDC. Mais s'ils acceptent, c'est-à-dire que le gouvernement doit être conséquent de les prendre en charge. Merci beaucoup. Cette question nous amène à déjà des notions que Mme Faïd avait soulevées au début de cette conversation. C'est la question de la gouvernance de ce processus. Et d'après vous, Monsieur Malaika, parce que vous travaillez vraiment à fond, vous avez consacré vraiment votre temps, votre vie pour ça, parce que vous êtes expert en processus DDR. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de ces processus à l'est de la RDC? Cher Ilunga, je pense qu'au Congo, il y a des acteurs dynamiques, il y a une ressource capable aussi d'apporter un coup de main, parce que nous avions consacré aussi, comme vous l'avez dit tantôt, notre énergie, nous avions consacré aussi notre vie. À l'est de la RDC, tout ce qu'il faut dire, c'est les moyens. Il faut que les choses soient bien organisées, très bien organisées. Il ne faudrait pas qu'on reprenne encore le système, le DDR1, DDR2. Non. Ces jeunes acceptent de quitter la brousse. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une prise en charge holistique. Il faut que les deux parties, quand même, puissent leurs engagements. Un jeune qui accepte de déposer des armes dans la brousse ou dans la communauté et qui manque une activité, il ne fait absolument rien. Un gouvernement qui n'accompagne pas un jeune qui n'étudie pas, un jeune qui prend de l'alcool du matin jusqu'au soir. Je pense qu'il faut d'abord, premièrement, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités à main. Il faudrait que tous ces centres-là de regroupement soient aménagés. Parce que lorsque vous faites quitter un jeune dans la brousse, vous l'amenez dans un centre de regroupement, et que là, il dit, bon voilà, je ne suis pas pris en charge, je manque le soin médicaux, je manque à manger. Il sera obligé encore de faire quoi? De retourner dans la brousse. Est-ce qu'il sera en mesure encore de sensibiliser d'autres jeunes de quitter la brousse? Je pense que non. Un jeune qui a manipulé, qui a manié l'arme pendant 5-10 ans, vous le laissez, vous l'abandonnez et retournez encore dans la communauté sans rien faire.
mais il sera obligé encore de retourner encore dans un autre groupe armé. Il sera dans un autre groupe armé. Mais je pense que c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Il faut d'abord que il faut organiser un programme sérieux d'encadrement des rendus qui sont à l'origine des groupes armés et de l'insécurité à l'est du pays. Vous êtes avec nous? Intégrer les organisations de groupes. Il faut réaménager les centres de cantonnement ou de regroupement avant toute autre reddition envisagée, tel que le groupe armé nous avait recommandé. Il y a beaucoup de recommandations. Parce que quand vous voyez nos centres de regroupement ici, ils ne sont pas aménagés. Ils sont en bâche. Certains ne mangent pas. Mais il faut prendre totalement en charge ces programmes et en faire une priorité de manière à éviter toute rupture dans le processus. Les jeunes miliciens sont disposés à se rendre, mais ils hésitent surtout par manque de poursuite du processus jusqu'au bout. La mobilisation de toutes ces ressources-là nécessaires est un élément important, mais aussi la sanction de tous les détournements et toute mégestion. Il faut aussi mettre en place une dynamique de participation communautaire dans tous les processus allant dans la sensibilisation à la réinsertion effective, en passant par l'éducation à la paix, à la rénonciation des semeurs de l'insécurité au sein de communautés locales. Favoriser aux jeunes gens une insertion effective et durable selon leurs aspirations, intégration socio-économique de ceux qui veulent retourner dans la vie civile, intégrer via l'académie pour ceux qui veulent poursuivre les métiers. Il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national afin de mettre mettre fin une fois pour toute une tendance de défense communautaire suite à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC. Mais aussi, il faut promouvoir les initiatives d'encadrement et d'entrepreneuriat de la jeunesse, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Il est à noter que le chômage généralisé des jeunes les prédispose à la manipulation politicienne, allant jusqu'à les intégrer dans le milice rebelle, dans le milice toute d'orientation viable. Il faut aussi asphalter certaines routes. Il faut asphalter certaines routes nationales et réaménager les routes des dessertes agricoles pour non seulement donner de l'emploi à la jeunesse, mais aux ex-combattants pour permettre l'écoulement des produits de première nécessité vers les centres de consommation. Créer des routes pour séparer les parcs de Virunga et d'autres. Construire même à l'intérieur du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Touri, des camps de militaires pour éviter le banditisme dans les milieux urbains. Oui. Mettre en place une équipe d'éducation à la population sur le terrorisme. Le terrorisme. Identifier les populations qui habitent dans les zones opérationnelles par un logiciel professionnel afin de connaître l'effectif exact ou réel de la population dans les zones en conflit, leur généalogie et leur fonction dans les communautés. Mais aussi, il faut restructurer les services de sécurité dont l'ANR, la DGM, la police,
les militaires, etc., qui sont depuis des décennies affectés à un même endroit, car ces derniers se serait prolongé dans les activités, dans les antivaleurs. Il faut sécuriser les frontières congolo-rwandaises, congolo-burundaises, congolo-ougandaises. Oui. Il faut décourager, bien sûr, enfin, le commerce fait par les militaires et leur permettre d'accéder à leurs soldes. Merci. Merci, monsieur Christian. Et nourriture. Merci. Je reviens vers vous. Je peux dire des perspectives que... Merci beaucoup. Hein. Je reviens vers vous pour... merci pour, voilà, pour ce tableau que vous venez de nous peindre, mais également des éléments que vous venez de nous donner, parce que ça nous donne voilà, à réfléchir, mais également à avoir un peu une idée de ce qui se passe dans cette partie orientale de la RDC. Vous avez parlé d'une notion importante, je pense, la notion de la prise en charge holistique. Je reviens auprès de vous, Madame Faïda. Vous avez parlé voilà, de la question de la planification de la justice, de l'insertion, des activités, enfin, de l'insertion et tout ça. Est-ce que ça va dans le sens de cette prise en charge holistique qui, en réalité, ou de manière pratique, mais prend en charge également la notion de la justice, de la réconciliation, de pardon et tout ça dans ces processus DDR? Merci beaucoup pour la question. Donc, actuellement, je ne pense pas que la partie ou l'aspect réconciliation, pardon, a déjà été intégré dans tous les programmes et démobilisation que nous avons vu passer dans les régions du Nord Kivu, Nord et Sud Kivu. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle on devrait se focaliser davantage. Comme je l'ai dit au début, la communauté doit être préparée à accueillir les rendus, les jeunes, les hommes, les femmes qui sortent des groupes armés volontairement. Alors, moi, j'avais quand même des questionnements. Je voulais que M. Malaika puisse nous aider au niveau de l'effet d'entraînement de ces recommandations qu'il a fait. Quand il parle un instant, Madame Faïda, un instant. Monsieur Christian, est-ce que vous pouvez fermer votre micro quand vous ne parlez pas? Oui, je ferme. Ah, d'accord, merci. Merci. Vous pouvez aller, Madame Faïda. Merci beaucoup. Alors, il parlait de l'accueil des officiers. Donc, dans les groupes armés qu'ils créent, ils ont des postes. Et dans leur cahier des charges, ils demandent à ce qu'en intégrant l'armée loyaliste, ils soient reconnus à ces postes-là. Alors, ma question au niveau de M. Malaika, lui qui a mené l'étude, c'est de savoir est-ce que cet effet, ou soit l'effet pour le gouvernement, de reconnaître les postes des officiers des groupes armés, on les reconnaît textuellement dans l'armée loyaliste, ne va pas favoriser la multiplication de groupes armés pour qu'ils viennent intégrer l'armée loyaliste en ayant déjà des postes. Parce que quand on entre dans l'armée loyaliste, il y a une durée, il y a une période à observer avant d'avoir des grades. Alors, ils vont dire que c'est facile de rassembler 50 personnes, d'être leur général et de faire des exactions. Après, on va nous demander de déposer les armes et de nous entendre pour donner réponse à nos revendications. Donc, moi, je crains l'effet d'entraînement. Quand les jeunes ou même d'autres personnes mal intentionnées vont commencer à passer par les groupes armés pour obtenir des postes, pour obtenir l'emploi, hein, et même pour obtenir les postes politiques aussi. Donc, il y a ceux qui obtiennent des grades dans l'armée, des postes dans l'administration civile et l'emploi, parce que là, on est en train de parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Si le gouvernement met les ressources qu'il faut et que ça crée une image de réussite, de succès dans l'opinion,
est-ce que ça ne va pas encourager les jeunes qui peut-être sont déçus de manque d'emploi, du chômage, à suivre la même voie pour aussi avoir des postes à notre art? Mais ça, c'est une question que j'ai pour les chercheurs. Mais par rapport aux recommandations, je voulais aussi dire que ces camps d'entraînement devaient être éloignés de la ville pour éviter que quand il y a rupture de prise en charge de ces rendus, la plupart des temps, ils se déversent, c'est ça qu'il a appelé banditisme urbain, ils se déversent auprès des maisons qui sont aux alentours d'eux pour survivre. C'est-à-dire qu'ils commencent à piller ou ils commencent à cambrioler les familles, les familles qui sont dans leur entourage. Donc, c'est ça, en fait, la crainte. On a constaté ça, que quand il y a 3 à 4 mois où ils n'ont pas d'assistance, ils n'ont rien à manger et qu'ils doivent vivre, ils commencent à cambrioler. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à manier l'arme, qui sont habitués à la violence, qui sont prêts à tout pour survivre. Et quand on les laisse affamer des jours durant, automatiquement, ils cherchent la survie autour d'eux. Et c'est ça la grande crainte. D'où encore l'appel à un budget suffisant et à un programme sérieux pour pas que ça puisse être un couteau à double tranchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions et votre remarque. Monsieur Christian, vous avez la parole. Est-ce que ces processus voilà, de réinsertion ne risquent pas de devenir un modèle voilà, de réussite pour certains, un exemple de réussite pour certains jeunes qui aimeraient aussi passer par les groupes armés pour accéder à une sorte de réussite que miroite ceux qui sont passés par voilà, ces processus processus DDR? Ça, c'est la première question. En fait, Madame Faïda, apparemment, elle m'a pas bien compris. Quand je disais intégrer les ex comme les ex-chefs leaders de groupes armés rendus dans le processus de sensibilisation des groupes armés à l'est du pays. Je ne dis pas qu'il faut leur donner le poste. Non. Ça pourrait être une innovation, je dirais innovation dans le processus. Parce que jadis, on n'intégrait pas ces leaders dans le processus d'aider. C'est une innovation d'intégrer ces gens. Il faut qu'il y ait un climat de confiance. Que le gouvernement puisse créer un climat de confiance avec ceux-là qui ont accepté volontairement de quitter la brousse. Parce que ce sont ceux-là qui connaissent, qui maîtrisent très bien le coin et le recoin. Les coins et les recoins de chaque milieu où ils opéraient. Ce sont eux qui connaissent leur communauté parce que tous ces groupes armés sont des groupes armés d'autodéfense, sont des milices communautaires, sont des groupes armés communautaires. Alors, si nous intégrons cette innovation-là, je pense que ces jeunes, nous disons par exemple, tel leader de groupe armé va aller dans tel axe pour aller sensibiliser sa communauté, parce qu'il y a des communautés qui appuient certains groupes armés. Moi, je ne suis pas en train de dire que voilà, il faut leur donner des 2 postes pour encourager d'autres leaders ou d'autres jeunes à retourner dans la brousse. Non. L'heure est temps de faire la paix. Et quand on veut faire la paix, on doit mettre tout le monde ensemble. Ce n'est pas une question de tel ou tel ou tel, non. Ils doivent être intégrés, il faut qu'ils soient d'abord sécurisés. Ils ont besoin de la sécurité. Ils ont besoin de cette confiance-là de notre gouvernement, du gouvernement congolais. Oui. Parce que la plupart, ils ont déjà fait plus de 20 ans dans la brousse. Plus de 20 ans. Ils ont vieilli dans la brousse. Oui. Vous pensez qu'ils vont continuer à faire la guerre? Oui. Non, les choses ont changé. Et nous, Congolais, nous Congolais, nous n'avons pas une autre patrie à part le Congo. Et s'ils ont pris les armes, c'est parce que
ils ont été mécontents, leurs femmes, leurs mamans ont été violées, leurs enfants ont été tués. Oui. Et aujourd'hui, certains qui ont accepté de quitter la brousse, Oui. le gouvernement peut exploiter, peut prendre leur expertise, leur expérience dans le fin fond. Il y a des endroits où vous ne verrez pas le gouvernement ou l'armée congolaise, mais ce sont eux qui sont là-bas. Mais comment ces jeunes-là vont quitter la brousse et si eux ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas bien pris en charge? Merci. Mais essayons un peu de prendre en considération un aspect important souligné par Madame Faïda, c'est le fait que, voilà, Oui. en amont, nous avons des groupes ou de jeunes. Vous avez parlé de gens qui ont 20 ans dans la brousse, c'est-à-dire pas seulement de jeunes, pas nécessairement de jeunes, mais également de personnes qui ont un certain âge. En amont, nous avons ces gens-là, pour nous essayons de préparer pour la réinsertion dans une communauté. Et en aval, il faut préparer également les communautés à accueillir ces gens-là. Et comment on fait pour que les communautés acceptent ces jeunes qui ont vécu 20 ans dans la brousse, 15 ans, 10 ans? Comment est-ce que les communautés locales sont préparées pour accepter, pour accueillir ces jeunes-là? Parce qu'ils doivent vivre en communauté avec les autres. Comment s'opère ce travail-là en amont et en aval? Bon, il faut d'abord créer un climat de confiance. D'abord, il faut créer un climat de confiance. Parce que dans tous les entretiens que nous avions eus avec certains leaders, lorsque nous avions eu à échanger avec eux dans certaines tous, ils disent, mais une seule condition, il faut que le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ils acceptent toutes les conditions, mais vous êtes d'accord avec moi que parfois, le défaut de moyens, comme Madame Faïda l'a dit au début, il a dit, il y a un problème de moyens qui s'impose. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer avec la guerre? Nous avons continué avec la guerre ou c'est le moment de faire la paix? Le gouvernement disponible les moyens pour faire la paix. Il ne faudrait pas qu'il disponibilise les moyens pour faire la guerre. Ces jeunes-là qui acceptent de quitter la brousse, il faut que vous le preniez. Ils ont manié les armes. Une façon de capitaliser certains leaders, je ne suis pas leur défenseur, mais en l'écoutant, je sens qu'ils ont besoin d'une sécurité, qu'ils soient sécurisés, qu'il y ait une confiance entre les dirigeants, les autorités politico-militaires, pour que nos villages soient en sécurité. Ils ont besoin que tous ces jeunes-là, ils ne font pratiquement rien. C'est parce que tout simplement, ils n'ont aucune activité. Et vous savez que ces groupes armés, ils sont bien organisés. Quelqu'un qui a géré un groupe armé sans moyens, vous pensez que lui, il avait beaucoup de moyens pour donner à ces jeunes-là? Non. Mais si vous le prenez, lui, vous lui prenez, si le gouvernement prend quand même, il dit, le gouvernement prend en charge, dit, voilà, je vous prends en charge, je vous donne ceci, cela. Sensibilisez vos jeunes de quitter la brousse. Ils vont le faire, ils sont prêts à le faire. Le problème du processus actuellement, on commence, mais on ne finit pas. Et tous ces jeunes, quand ils viennent encore dans les centres de regroupement, lorsqu'il y a un problème de manque de prise en charge, ils retournent encore dans la communauté. Ils créent d'autres groupes armés. Et ça devient un cercle vicieux. Merci beaucoup pour la remarque que vous venez de montrer. Je pense que vous avez souligné plusieurs fois avec beaucoup de percussion, le fait que, de perspicacité, je voulais dire, le fait qu'il y a cette responsabilité de l'État dans disponibiliser le moyen, essayer d'avoir une planification, ce sont des éléments
que nous ne pouvons pas nier et qui incombe au gouvernement. Tout de même, vous comme expert en DDR, la question que nous nous posons, je suis en train de reprendre à ma manière, à mes mots, le point qui a été souligné par Madame Faïda. Comment on fait pour préparer les communautés dans lesquelles seront insérés ces jeunes qui étaient dans les groupes armés? Parce que, OK, même si c'est une question, nous allons revenir plus tard, la question de la justice et tout ça, comment vous faites pour préparer les communautés à accepter ces gens qui ont été pour eux la terreur même, dans toute sa nudité ou dans la terreur incarnée? Comment accepter, demander à une communauté d'accepter, d'accueillir de bourreaux? Voilà, s'il faut les dire de manière crue. Bon, cher journaliste, je peux dire que quelqu'un qui accepte de quitter la bourse et puis vous lui dites, voilà, la justice est là. Ne pensez pas qu'il va quitter la bourse. Hein. Ne pensez pas qu'il va quitter la bourse. Vous lui dites de déposer les armes et puis vous dites, bon voilà, la justice est là. Hein? À moins que... comprenez un peu. Mais là, je pense que pour que ces bourreaux, tels que vous les dites là, c'est pas mes mots, je pense qu'il faut organiser des dialogues. Des dialogues. Okay. Des dialogues avec les communautés, les chefs de communauté. Oui. Il faut organiser des dialogues avec les administrateurs et les chefs de groupement. Oui. Et vous verrez, vous constaterez que ce sont les groupes armés là-bas sont des groupes communautaires. Oui. Sont des groupes communautaires. Ici à l'Est, par exemple, vous verrez tel groupe, c'est un groupe armé Nandé. Un groupe, c'est pas de Walikale, c'est pas. Mais tous ces groupes armés, on a besoin d'organiser des dialogues communautaires. Vrai problème. Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes ont pris les armes? Voilà un élément important de souligner. Oui, qu'est-ce qui a fait que ces jeunes ont pris les armes? Oui. Est-ce que après les armes, certainement, tel a fait ceci, le mal, mais nous pouvons se dire, bon voilà, ok, on se pardonne. Oui. Et on avance. Merci. Parce que nous n'avons pas un autre pays. Oui. Nous n'avons pas un autre pays à part la RDC. Je suis d'accord avec vous. La question qui se pose ou que nous nous posons, c'est comment est-ce que, ou quel lien qu'il y a entre le processus DDR et la justice? Quel lien, rapidement, avant que je ne revienne à Mme Faïda, qui répondra à la même question? Comment on peut faire le lien? Parce que sans justice, c'est difficile de construire une nation. Comment faire ces liens-là, vous en tant qu'expert DDR? Comment est-ce que vous liez le DDR à la justice? Et moi, je dirais que sans la paix, il n'y a pas la justice dans un pays. Donc, il faut... Est-ce que, M. Christian, vous êtes avec nous? Voilà, vous avez la même question, Mme Faïda. Le temps que M. Christian revienne, quel lien on peut faire entre le processus DDR et la justice? Vous avez la parole, Mme Faïda. Est-ce que, Mme Faïda, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Je disais, le temps que M. Christian ne revienne, voilà qu'il est déjà là, oui. Mais quel lien on peut faire entre le processus DDR et la justice? Parce que, voilà, c'est inséparable. On ne peut pas ne pas parler de la justice parce que c'est vraiment le fondement d'une nation.
Ah, merci beaucoup. En tout cas, c'est une question très pertinente. Je vais essayer de donner ma part de compréhension. C'est la raison pour laquelle au début, je parlais des justices transitionnelles, qui est un processus où le bourreau reconnaît les faits commis et reçoit les pardons de la communauté. Là, c'est une première approche. Donc, il demande pardon devant les familles qui ont perdu le leur, qui ont été touchées sur leur corps, dans leurs âmes, et de manière physique ou psychologique, par les crises, par les attaques, les offensives de ces mouvements et groupes armés. Et ces familles ont le droit, ou soit ont la possibilité de dire s'ils pardonnent ou pas, ou que ces personnes soient condamnées, soient traduites devant la justice. La deuxième approche, c'est la condamnation des actes perpétrés par les groupes armés, avec possibilité, après avoir purgé leur peine, d'accueillir les anciens bourreaux dans la communauté. C'est-à-dire que s'ils ont déjà purgé leur peine, 10 ans, 15 ans d'emprisonnement et des dommages à payer à la communauté qui a été victime de leur exaction, quand ils reviennent, on va oublier les passés. Donc, c'est un peu ça les deux approches que j'ai toujours entendues proposées par la plupart des experts, pour dire que dans notre pays, s'il faut mettre tout le monde devant la justice, on n'aura plus personne pour servir la nation. Parce que, d'une manière ou d'une autre, plusieurs communautés, plusieurs personnes ont trempé dans ces violences par les canaux de groupes armés. Parce qu'il y a M. Malaika qui a parlé des communautés qui soutiennent les groupes armés. Ça existe. Ces groupes armés, où est-ce qu'ils trouvent les armes? Où est-ce qu'ils trouvent à manger? Où est-ce qu'ils se cachent? Parce que ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, il y a parmi nous, les civils, qui sont complices de ces mouvements locaux. Et donc, s'il faut qu'on puisse maintenant, quand il faut parler paix, on doit se réconcilier, on doit se pardonner et reconnaître que d'une manière ou d'une autre, nous tous, on a fait du mal à autrui. Alors, pour ceux qui ont pour ceux qui ont causé ou commis des crimes les plus graves, à ce moment, ils ne peuvent que purger leur peine, être condamnés. Ils ont tué, assassinat, violence sexuelle, pillage, vol. Oui. Pour ceux qui ont soutenu de manière indirecte, en donnant la nourriture, l'argent aux mouvements groupes armés, ils peuvent reconnaître devant cette communauté qui a subi les violences et demander pardon. Et que la communauté en face aussi dise que oui, nous vous pardonnons. Sinon, après, ça sera des cycles de violence et on n'aura pas de paix. Donc, ça, c'est un peu les astuces ou les approches qui ont été utilisées dans d'autres régions. Mais ce n'est pas qu'on va favoriser la multiplication et la création de ces groupes armés parce qu'on sait que demain, on va parler réconciliation, pardon. Entre-temps, on peut piller, on peut tuer et plus tard, il y aura les pardons. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment une méthode où on doit être... C'est vraiment sensible parce que là, on parle des questions des personnes qui ont été tuées sauvagement, des étendues de terres qui ont été pillées. Donc, quelque part, c'est dépouiller la personne de son humanité, de son patrimoine, de tout. Ce n'est pas un simple pardon qui va ramener toutes ces personnes, qui va ramener tous ces patrimoines. Donc, comme l'a dit, j'ai aimé vraiment ce que l'expert, les chercheurs Malaika a dit, on doit avoir un budget pour faire la paix et pas seulement le budget pour faire la guerre. Et donc, pour faire la paix, il faut un processus et il faut mettre des ressources. J'aimerais même que notre pays, on ait un ministère consacré à la paix. Parce qu'on a beaucoup de ministères, mais on n'a aucun ministère qui s'occupe de tout ce qui est dialogue social avec les communautés. Et faire des suivis. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, chaque année ou chaque 5 ans, on a des dialogues. Mais il n'y a aucun suivi. On donne des recommandations pour que la paix revienne. Il y a des anciens chefs de guerre qui intègrent l'armée ou les institutions.
et après on oublie. Alors qu'il n'y a pas ces pardons. Tant qu'il n'y a pas ces pardons, on n'oublie pas. Mais s'il y a un pardon, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a commis des fautes, on a mal agi, ça peut un peu aider la personne à changer des regards envers son groupe et à vivre dans la communauté. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Christian, nous avons perdu à cause peut-être de la connexion Anyway, je crois. Vous reprenez votre parole. Donc, quel lien vous faites entre le processus d'EDR et la justice? Comme on dit, il n'y a que la justice qui a la vie de nation. La paix, il ne peut pas avoir de paix sans justice. Certains, je pense. Et Madame Fleina a parlé de deux manières qui ont été mises en pratique dans d'autres contrées du monde, la justice transitionnelle et tout ça, ou carrément la justice traditionnelle, où si on vous amène devant un tribunal, on vous condamne. Mais j'aimerais peut-être vous, comme expert de ce processus d'EDR, comment vous faites, ou quel lien vous établissez entre le processus d'EDR et la justice? Bon. C'est une question complexe, très complexe. Mais je dirais que, comme je l'ai dit tantôt, nous devons organiser des dialogues, continuer à organiser des dialogues communautaires. C'est très important. Pourquoi les dialogues communautaires? Parce que tout ce que nous connaissons actuellement, multiplication de groupes armés, ce sont des mécontentements. Il y a des mécontentements. Il y a certains qui sont marginalisés, si je peux le dire, qui sont marginalisés. Certains qui ne sont pas intégrés, qui n'occupent pas de postes de décision. Nous devons, je pense qu'il faut ramener tous ces acteurs-là, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, se mettre ensemble et discuter sur le vrai problème de l'insécurité à l'Est. Et amener tous ces jeunes-là. Parce que ils sont, je dirais, ils sont les commanditaires sont là où ils sont. Ceux-là qui tirent le ficelle, ils sont là où ils sont. Il faut qu'ils parviennent eux-mêmes d'abord à dénicher ou à dire tel a été impliqué directement ou indirectement dans le dialogue, qu'il y ait des résolutions. Après, des résolutions qui vont permettre quand même la communauté à pouvoir vivre en paix, en harmonie. Le contexte de conflits, les conflits armés à l'Est, tous ne sont pas le même. Prenons le cas d'Ituri et le cas du Sud Kivu. Quand vous voyez le contexte de conflit intercommunautaire qui est dans le haut plateau actuellement, le contexte de conflit intercommunautaire qui est en Ituri, il faudrait que les leaders politiques puissent impliquer non seulement les communautés ou la société civile, mais aussi ces leaders-là. Ils ont eu le temps de vivre dans la brousse et ils connaissent très bien, très bien, ils connaissent, en amont et en aval, ils connaissent la solution du problème de conflits armés à l'est de la RDC. Alors, certainement, il y a ceux-là qui ont commis beaucoup de crimes. À ce moment-là, la justice doit s'appliquer. La justice doit s'appliquer.
il y a ceux-là qui ont commis beaucoup de crimes à l'Est de la RDC, quand même le gouvernement ou la justice ne peut pas s'en passer. Non. Mais nous devons nous pardonner. Nous avons des jurisprudences. Les conflits, par exemple, à Côte d'Ivoire, il y a des dialogues. Nous devons amener, nous, les jeunes, nous, peuple congolais, à nous mettre sur la table. La dame a dit, pourquoi créer un ministère de la paix? Il n'y a pas la justice sans la paix. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. Parce que quand vous dites à un monsieur de quitter la bourse, de déposer les armes, et puis vous lui dites que voilà, la justice est là, vous pensez qu'il va quitter la bourse? Moi, de mon point de vue, je ne sais pas, mais si vous avez d'autres points de vue, je ne sais pas. Mais moi, je me dis qu'il faut que nous passions à une réparation, comment je dirais, à une réparation progressive. Une réparation progressive. Nous avons besoin de la paix. Certainement, la nation doit se développer grâce à la justice. Mais nous sommes dans un contexte où le pays a été au chaos, bon, je ne dirais pas au chaos, mais qui a connu des guerres en répétition. Oui. Des guerres en répétition. Et nous sommes victimes. Nous, peuple congolais, nous, communautés, nous sommes victimes. Oui. Nous devons nous mettre à table, nous, Congolais, ensemble, nous mettre sur la table et discuter nos vrais problèmes. Oui. Nos vrais problèmes. Et après avoir discuté nos vrais problèmes, nous allons nous pardonner. Et après avoir nous pardonné, ceux-là qui ont commis des crimes, ceux-là qui ont commis des crimes graves, la justice est là. Je pense que c'est ça, c'est que je pourrais intervenir sur la question là. Mais dire que, voilà, tel a fait ceci, il était dans un groupe armé, et puis vous lui dites, voilà, quittez les armes, parce que certains ont accepté de quitter volontairement. Oui. Oui, certains ont accepté de quitter volontairement. Merci. Mais en quittant volontairement, vous lui dites, voilà, la justice est là. Oui. Non. Innovation dans ces processus, innovation, je répète, innovation dans ces processus, ce n'est pas une question de leur donner des postes, cher Faïda, non. C'est une façon de les intégrer à pouvoir sensibiliser d'autres qui n'ont pas accepté de quitter, de vouloir quitter, parce que l'ère est l'ère de la paix. Le pays ne va pas continuer dans la guerre, le pays ne va pas continuer dans des crimes, dans des violences. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention longue et explicite, je suppose. Et le temps, peut-être que voilà, les autres participants puissent préparer leurs questions. N'hésitez pas donc de nous les envoyer, on va les lire. Je reviens à vous, Madame Faïda, sur la question voilà, de cette construction un peu holistique. D'après vous, comment est-ce que l'on peut procéder pour voilà, essayer de démobiliser, de désarmer, de réinsérer ces groupes armés dans les communautés? Quelles sont les étapes que nous pouvons entreprendre, que vous pouvez suggérer aux autorités pour que ces processus ne puissent pas voilà, être une sorte d'obstacle ou enfreindre aux droits humains dont vous êtes voilà, activiste? Comment vous entrevoyez ces processus, d'après vous? Merci beaucoup. Alors, je pense que la première des choses, on va même prendre l'exemple actuel. Au nord et Sud Kivu, non, en fait, au nord Kivu et à Ituri, il y a les régimes état de siège. C'est-à-dire que le gouvernement au niveau central a suivi l'article 85 de la Constitution pour pouvoir mettre définitivement fin à la guerre. Alors, on aurait souhaité qu'il y ait une réqualification de cet état de siège, qu'on commence par sensibiliser tous les groupes armés, locaux et étrangers, à déposer les armes. Ceux qui voudront bien se rendre, ils le feront, et là, le processus va commencer d'encadrement et de réinsertion.
Et ceux qui ne le feront pas, à ce moment, il y aura la guerre qui sera enclenchée et la guerre pourra traquer ceux qui ne voudront pas déposer les armes, qui insécurisent et endeuillent la population. Alors, pour ceux qui acceptent de se rendre, moi, je pense que l'étape doit commencer par, c'est pas vraiment les termes que je devrais dire, mais prendre connaissance du nombre de chaque groupe, des membres de chaque groupe armé. Donc, l'identification. On aimerait savoir si, par exemple, ils possèdent des armements, combien d'armes ils ont déposées et est-ce qu'ils sont sincères en termes d'effectifs ou de nombre annoncé pour qu'il n'y ait pas de caches d'armes qui seront à leur base arrière parce qu'il faut qu'on se rassure qu'ils ont abandonné les armes et qu'ils veulent être encadrés, gérés par le gouvernement central. Et à ce moment, quand tous les armes sont remises et que leur nombre est connu, on passe à l'étape de l'analyse de leurs besoins. Parce que chaque groupe a ses besoins spécifiques, parce qu'ils vivent dans des endroits différents et les besoins sont différents. Et sur base de ça, on prend les ressources, on alloue aux activités entrepreneuriales qui désirent ou au métier, à la formation dans les métiers de leur choix. Et plus tard, il y a un accompagnement de 6 à 12 mois pour pouvoir maintenant les réintégrer dans la communauté. Parce que dès qu'ils vont commencer la formation en métier ou en entrepreneuriat, les activités de préparation de la communauté pour accueillir ces personnes qui se rendent doivent démarrer. Pour que quand ils finissent la formation, qu'ils reviennent dans leur communauté. Et la communauté sera déjà préparée, c'est-à-dire qu'on devra déjà passer à l'étape de la justice transitionnelle pour savoir si c'est la réconciliation, pardon, ou si c'est la condamnation de ceux qui ont commis les crimes les plus graves. Parce que, je vais prendre l'exemple des violences sexuelles. Il y a des mouvements et groupes armés qui ne s'adonnent jamais aux violences sexuelles. À ce moment, quand ils vont parler de justice transitionnelle, ils ne peuvent pas être taxés des bourreaux sexuels parce qu'ils n'ont pas de victimes qui se sont plaintes. Ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que si eux ont pillé, ont volé, on va savoir quelles sanctions ils vont devoir subir. Par rapport aux d'autres qui ont, par exemple, tué des innocents, des enfants, des femmes, des civils qui n'ont pas d'armes, violé des filles, des femmes, et utiliser les enfants dans leurs mouvements et groupes armés. Là, ce sont des faits infractionnels majeurs qui ne peuvent pas rester sans être portés au niveau de la justice. Donc, et quand on les porte au niveau de la justice, il y a peut-être des mécanismes, comme ils se sont rendus. Je comprends très bien M. Malaika quand il dit que le fait de se rendre volontairement leur favorise un peu, ou soit limite un peu l'ampleur de la sanction judiciaire qu'ils devaient avoir. Ça, c'est un fait, je suis d'accord, parce qu'ils se sont rendus. Mais au niveau maintenant de la justice, on peut même les condamner symboliquement. C'est-à-dire que s'ils devaient purger 5 ans, 10 ans en prison, on leur donne 1 année, 2 ans, et après, ils reviennent à la communauté. Et au niveau de la Constitution, le simple fait d'être condamné vous prive déjà à jouir de certains droits civils et politiques. Ce qui fait qu'ils peuvent revenir dans la communauté, mais il y a des postes politiques pour lesquels ils ne pourront plus compétir, concourir. Vous voyez? Donc, ils sont civils, ils ont tous les droits, ils ont demandé pardon, ils sont pour la paix, mais le fait d'avoir commis certains faits, certaines exactions, les empêcheront définitivement d'occuper certains postes ou de jouir de certains droits civils et politiques. Donc ça, c'est un peu le processus que moi, je peux proposer au gouvernement pour pouvoir réduire l'ampleur et même mettre fin à la prolifération de mouvements et groupes armés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un commentaire, parce que c'est un élément, peut-être à mon sens, Monsieur Christian Malaika, qui pourrait enrichir votre prochain rapport.
cet aspect, voilà, de préparer cette réinsertion en amont et en aval. Un commentaire rapide par rapport à ces processus suggérés par Madame Faïda. Votre micro est fermé. Est-ce que vous pouvez d'abord désactiver votre micro? Oui, je disais, pour que ce processus soit une réussite, hein, donc le processus d'aider soit une réussite, il faut qu'il y ait une bonne planification. Une très bonne planification. Surtout sur la question réinsertion. Sur la question réinsertion. Il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir sur des projets de développement durable. Il ne faudrait pas que nous connaissions encore des réinsertions. Vous voyez un jeune qui a manipulé l'arme, et vous lui donnez quoi? Comme kit de réinsertion, vous lui donnez une tondeuse, par exemple. Permettez, une tondeuse. Que le gouvernement puisse organiser de projets qui vont permettre à ces jeunes-là, parce que parmi eux, il y a qui ont étudié, parmi eux, il y a ceux-là qui ont étudié, mais il y a d'autres qui n'ont pas étudié, qui peuvent encore retourner à l'école ou apprendre de métier. Et je pense que le processus-là de réinsertion pourra réussir avec cette démarche-là de justice transitionnelle. Parce que le même jeune-là, que vous allez faire retourner dans la brousse, qui n'a aucune activité, aucune activité, et puis vous le soumettez dans cette démarche-ci, je pense que ça sera encore catastrophique. Je pense que ça sera encore catastrophique. J'appelle notre gouvernement de pouvoir organiser des projets de développement pour intégrer certains jeunes dans des métiers, dans les communautés, créer des salles de divertissement là-bas. Il y a des coins où il n'y a pas de salles de divertissement, il y a des coins où il n'y a pas de terrain de football. Il y a des talents là-bas. Au lieu de voir un jeune qui manipule, il y a des talents là-bas qui peuvent devenir des grands stars footballeurs. Et là où il y a des jeux pareils, je pense que ça peut permettre qu'il y ait une cohabitation pacifique en créant des jeux ou en créant des activités pareilles dans le milieu rural. Je pense que ces jeunes auront des occupations. Mais nos coins là, nos milieux ruraux actuellement, c'est devenu, entre guillemets, des cimetières des innocents. Des cimetières des innocents. Donc, il faut réorganiser, il faut une bonne planification d'activités dans la réinsertion. Pas comme le faisait jadis Conader 1-2, je ne suis pas contre, mais il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir comment mettre en place un bon plan de réinsertion pour que ces jeunes ne puissent pas avoir l'idée de retourner encore dans la brousse. Parce qu'il manque plein d'activités là-bas. Oui. Et les mamans, je voulais intervenir par rapport à la dame. Vous savez, il y a deux mamans qui sont dans nos milieux ruraux, qui n'accèdent pas au champ. Pourquoi? Parce qu'il y a ces groupes armés qui sont trop actifs là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. L'État puisse organiser des activités, disponibiliser des champs. Oui. Parce qu'il y a aussi des conflits fonciers qui est là-bas, qui poussent à ce que
les jeunes, lorsqu'ils n'ont pas de milieu ou des mamans qui n'ont pas de milieu où cultiver, ils encouragent leurs enfants Oui. à aller dans la brousse. Et donc, la réinsertion, moi, de mon point de vue, doit être bien planifiée. Il faut qu'il y ait des moyens suffisants. Pas de réinsertion comme on le faisait dans l'ancien temps. On donnait aux jeunes des kits, par exemple, de tondeuses. On dit, bon, voilà, tel jeune, prenez. Il faut qu'il y ait des formations. Les jeunes qui ont manié l'arme, il faut qu'il y ait des formations qui vont permettre à ces jeunes d'être actifs, puissent contribuer au développement de leur communauté et qui ne sont pas détachés de leur communauté parce qu'ils sont capables de changer leur communauté. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'il nous reste 6 minutes pour voilà, clôturer ces entretiens. On va aller de manière ramassée. Peut-être je rappelle à ceux ou celles qui nous ont rejoint peut-être en cours. Nous sommes en train de parler du processus DDR en RDC, spécialement dans la partie orientale, avec M. Christian Malaika, expert en DDR et qui fait un bon boulot avec nos compatriotes, peut-être aussi des étrangers qui sont dans des groupes armés, dans le processus de réinsertion, de désarmement, démobilisation désarmement et réinsertion. Et Mme Faïda, qui est activiste de droits humains et très, très active pour le droit, les questions liées à la sécurité, les questions liées aux droits des femmes en RDC, basé à Goma. Et la question qui s'est posée, c'est cette question liée, permettez la tautologie, à ces processus de désarmement. Tout d'abord, ces processus de mobilisation, désarmement et réinsertion, l'état des lieux, les défis qui s'y posent, et pas mal d'éléments ont été soulignés. Mais la question récurrente ou le point qui revient souvent, c'est la question de la gouvernance de tous ces conflits. Comment est-ce que c'est géré? Et donc, la responsabilité de l'État se pose avec acuité, cette question-là est là, devant nous. Mais la question également de cette planification, de ces processus de réinsertion, la prise en charge en termes de moyens, des moyens pas seulement financiers, il y a des moyens humains et tout ça qui entre en jeu, des éléments qu'il faut prendre en considération. Mais cette question de prise en charge doit se poser de manière holistique, pour arriver à insérer ces anciens membres des mouvements ou des groupes armés dans des communautés. Et d'autre part, préparer une communauté à accueillir ces anciens membres de groupes armés. Mais cela passe par la sensibilisation, tout d'abord, de ces groupes. Ça, c'est le travail de l'État qui doit sensibiliser ces groupes, identifier ces groupes-là, préparer ces travaux de réinsertion en aval et en amont, c'est-à-dire préparer les membres qui doivent déposer les armes et rejoindre les communautés. Et pour qu'ils déposent les armes, il faut qu'ils soient convaincus que leur sécurité, surtout la sécurité sociale, sera garantie. Mais aussi, de l'autre côté, voir comment est-ce que la cohabitation sera possible, la cohabitation entre les anciens membres de groupes armés et les communautés, parce que la justice doit nous conduire vers une cohabitation pacifique. Et c'est la finalité, à mon sens, de la justice. Et tous ces éléments, peut-être que je viens de ramasser, j'ai retenu de vos entretiens, que je viens de ramasser vraiment à la volée. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Si une personne a participé à ces entretiens, qu'est-ce qu'elle peut retenir après ces 2 heures d'entretien? Alors, nous commençons par Monsieur Malaika. Vous avez 3 minutes, top chrono. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Merci beaucoup, cher Moukadi Lunga. Je dirais en un, 2 mots. Le processus d'aider à l'est de la RDC, c'est un processus qui demande, nous savons, il y a déjà des ressources humaines qui est disponible. Nous avons déjà la cible
La cible, c'est-à-dire, nous savons des groupes armés qui sont actifs dans la partie Est et qui, sensibilisation après les sensibilisations, ils ont compris qu'ils doivent déposer des armes. Et l'heure n'est pas de faire la guerre, l'heure est de faire la paix. Mais il faut que le gouvernement puisse prendre aussi sa part de responsabilité. Notre gouvernement est prêt pour faire la guerre, mais n'est pas prêt pour faire la paix. Il faut que le gouvernement puisse disponibiliser les moyens. Ce n'est pas la communauté internationale qui va faire ça. C'est notre gouvernement. Appelez tous ces jeunes-là. Sont vos fils, sont vos enfants. Appelez-le. Demandez comme un papa qui demande à un enfant, tu as quel problème? Si tu as un papa qui n'assume pas ses responsabilités, l'enfant sera comment? Sera un délinquant. Et donc, moi, je pense, nous devons, le développement de notre pays dépend de nous, Congolais. De nous, Congolais. Nos communautés, nos mamans qui souffrent dans le fin fond, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin que leurs enfants puissent aussi étudier. Ils ont besoin des enfants qui puissent aussi être utiles dans la société. Et nous disons non à tous ces manipulateurs-là qui tirent les ficelles. Nous disons non à tous ces tireurs de ficelles. Que le gouvernement puisse dénicher ou traquer tous ces tireurs de ficelles afin qu'ils soient déférés devant la justice. Voilà. Le DDR, je pense qu'il y a des ressources, il y a des jeunes, il y a des jeunes capables, il y a des organisations qui sont capables d'aider le programme DDRCS. Ce n'est pas une question seulement d'une structure. La société congolaise, la société civile est là. Ils peuvent aider le programme à aller en avance dans la sensibilisation. Voilà un peu ce que je peux dire. Bref, en un mot, j'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à Chantal Faïda. D'ailleurs, c'est une dame de chez nous. Bravo. Et j'ai dit merci à Mukendi et à tous les organisateurs. Sans la paix, il n'y a pas la justice. Pour votre intervention, hein, qui soulignait effectivement le fait que les ressources sont là, disponibles. Vous êtes sûrement en train de travailler sur le terrain et vous connaissez les réalités du terrain. Et voilà, la société civile est là. Pas mal d'organisations sont engagées dans cette question de réinsertion, de démobilisation désarmement et réinsertion des groupes armés, mais également le gouvernement doit jouer son rôle. Merci pour ces éléments que vous avez soulignés. Et voilà, merci. On ne peut pas penser à une paix sans justice. Merci infiniment. Merci. Madame Faïda, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes, top chrono. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je veux aussi dire que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il y a les papes Jean-Paul II qui avait dit que la paix, c'est le synonyme du développement. Aujourd'hui, si la RDC est à la traîne de tous les pays sous-développés, sur la liste de tous les pays sous-développés, c'est par manque de paix et de sécurité. Ça fait près de 2 décennies. La population est fatiguée. On a pleuré toutes nos larmes. On n'a même plus les larmes à verser parce que chaque jour, il y a au moins 2 civils qui tombent en RDC par manque de sécurité. Et moi, je vais recommander au gouvernement de pouvoir saisir ces rapports très riches, très pertinents d'un Congolais, M. Malaika, le mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de recommandations et également appuyer ces recherches parce que ça nous aide à avoir une image de la question de DDR.
Également, je voulais dire que nous avons les foyers de changement à trois milieux d'action. Le premier, c'est la famille. Donc, les familles congolaises, on doit être là en train d'enseigner la paix à nos enfants. Le deuxième foyer, c'est l'école. Au niveau de l'école, ces questions de démobilisation, désarmement et réinsertion doivent déjà être inscrits dans les programmes pour que ça ne soit pas l'affaire du programme de démobilisation. Donc, jusque-là, ce n'est pas encore approprié parce que vous verrez que ce n'est même pas traduit en langue nationale. On parle de démobilisation, désarmement. Mais quel est ces jeunes qui est concerné par ces programmes, qui sait traduire tous ces concepts dans sa langue? Personne. Donc, c'est plus l'affaire des intellectuels, alors que ça concerne les communautés au niveau de la base. Et le troisième milieu, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'Église est plus concentrée dans le secteur de l'éducation, mais on ne sent pas sa présence dans les questions de paix, dans les questions de dialogue au niveau de la communauté pour que la paix et la sécurité deviennent non pas des rêves, mais que ce soit une réalité dans notre communauté. Donc, si on prend ces foyers des changements, la famille, l'école et l'Église, parce qu'en RDC, près de 90% de la population est croyante, si on passe par ce canal pour sensibiliser aux avantages de la paix, je suis sûre que nous aurons la paix durable, que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, les pardons, la réconciliation, ne seront pas seulement théoriques, mais ça sera pratique. Et on va vivre l'émergence, parce que tout le monde aspire au bien-être. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait la sécurité. Merci vraiment de m'avoir associé à ces débats très riches, pertinents. Je m'excuse une fois de plus d'avoir rejoint les débats en retard, mais je suis très disponible pour d'autres échanges par rapport à ces thématiques de paix. Et je félicite les chercheurs qui nous ont produit un document très riche. Merci. Merci infiniment pour vos contributions et les échanges. Vous nous avez nourris. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, si peut-être il faudrait prendre insister sur ces foyers de paix ou d'éducation à la paix, qui sont la famille, l'école, l'Église, qui, de manière générale, dû aussi à cette désarticulation sociale, sont en train d'être secouées par des crises que connaissent les sociétés à travers le monde, mais de manière particulière en RDC. Peut-être qu'il serait intéressant ou toujours important de rappeler notre devise nationale, justice, paix, travail, qui est peut-être quelque chose d'oublié, alors que c'est la devise que nous sommes fixés comme peuple et comme communauté. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Christian Malaika, pour votre rapport. Espérons que vous aurez le temps de les traduire en langue nationale, parce qu'il faut sensibiliser. Je prendrai mon temps. Oui, je prendrai mon temps. Et je suis aussi disponible à tout moment. Merci beaucoup, Madame Faïda, pour votre contribution et vos analyses percutantes, froides mais percutantes. Merci infiniment. C'est un plaisir d'avoir ce échange. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Protégez-vous bien et voilà, soyez artisans de paix. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Nous voulons la paix. Vive la paix.